Place à une belle histoire d'engagement maintenant, avec deux visions différentes des territoires. On poursuit cette matinée, cette thématique qu'on va développer tout au long de cette 16e édition de Dirigeants en Pays d'Avignon. Les territoires, je ne vous apprends rien, ce sont à la fois d'un côté des bourgades et de l'autre des grandes agglomérations, des métropoles. Préserver les territoires ruraux, mieux gérer l'expansion des métropoles, de nombreux enjeux. Et ce que je vous propose, ce sont des regards croisés qui promettent d'être passionnants, sous l'œil attentif des Lars, ces dieux romains, cher Jean-Pierre, puisque c'est toi qui as cette patte des mots et de l'histoire, ces dieux romains chargés de protéger les familles, les maisons, bref, les territoires. Notre premier invité, bien sûr, ses saillies, son verbe, son franc-parler, ses prises de position ont fait la réputation de cette personnalité hors norme. Mais surtout, ne vous arrêtez pas au son et à l'image de l'homme à l'accent bien trempé. C'est de toi que je parle, Jean. En effet, sa voix sonne tout sauf creux. Derrière cette façade politique se cache un amoureux de la terre, des terroirs, des traditions, bref, des territoires. C'est un homme au grand cœur et fidèle à ses convictions fortes. Et c'est un honneur de t'accueillir, Jean. Jean Lassalle, viens. Il nous rejoint. Viens t'asseoir ici, Jean. Le plaisir de te retrouver. Je ne sais pas si vous lui avez serré la main, mais à chaque fois qu'il me serre la main, je me dis, on se sent petit, en fait. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir, on est d'accord. Ça, c'est ce que chantait Balavoine. Mais ne serait-ce pas le regard et non le trottoir qu'il faut changer? C'est en tout cas la philosophie de notre invité qui nous invite à nous projeter dans la ville de 2050. On continue. Si on ne vit pas maintenant, demain, il sera trop tard. C'est ce que répond Nanette Workman à Daniel Balavoine dans cette chanson écrite par Plamondon pour Starmania. Merci Nat de suivre. Alors dépêchons-nous de prendre le temps de construire des passerelles entre la ville et le rural. Avec Arnaud Pagès qui nous rejoint. Merci de l'applaudir. Jean, vous avez les micros tous les deux qui doivent être peut-être à côté de toi, Jean, dans l'autre fauteuil. Allez, voilà. Chacun a le sien. Alors, il nous en manquerait un. Il est où? Sur le siège. Alors, Arnaud, il y aurait un autre. Alors, il se lève, il se bouscule, comme d'habitude. Jean, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce qu'on peut se faire déjà la définition du mot territoire selon le petit Lassalle illustré? Qu'est-ce que c'est pour toi, les territoires? Le territoire, c'est à la fois la Terre, la planète, c'est le lieu où vivent des hommes, où vit la vie. C'est aussi la petite commune de Lourdes-sur-Cher, une vallée, la vallée d'Aspe. Il m'a élu à l'âge de 21 ans. Et c'est la France. Et je suis très attaché au territoire, parce que le territoire, c'est la terre des hommes, des femmes, de tout ce qui les entoure, à un moment donné. Et depuis si longtemps, et pour si longtemps, j'espère. Le territoire, tu parles de cette région qui t'est chère, cette région authentique. C'est aussi, ces territoires, la force de la France, de notre pays. Oui. D'abord, notre pays est l'un des plus anciens de l'ère moderne. Je crois qu'il faut remonter à Pépin-le-Bref, à peu près. Il n'y a pas beaucoup de pays. Et au fond, il n'est pas très grand. Et pourtant, avec le Royaume-Uni, il a quand même pesé pendant quelques siècles, jamais d'accord d'ailleurs, entre les deux, sur le monde entier. Nous n'étions pas les seuls, mais pas mal placés, nous avons duré. Et aujourd'hui, je dirais que nous sommes un peu malheureux de déclassement et que nos territoires en souffrent. Parce que lorsque les hommes ne sont pas habités par un grand dessein qui les dépasse, ils sont sauvages, ainsi que le cœur des hommes.
Alors oui, j'ai toujours cru au territoire de ce pays exceptionnel que nous avons réussi à... Voilà, parce qu'il nous était quelque part promis, je ne sais comment, exceptionnel, avec un bassin aquitain, un bassin parisien, un bassin rhodanien, pile où il le fallait, bordé de mers et d'océans, une mosaïque de territoires, de montagnes, de plaines. Tout y pousse, tout peut y être transformé. C'est une zone tempérée, sauf aujourd'hui et demain et avant-hier. Et il est pile poil au milieu de toutes les voies de communication, de terre, mer, et même, et peut-être plus tard... Vers les cieux. Plus haut, parce que je vais écouter très attentivement ce que dit notre l'astronaute. L'astronaute, oui. Voilà, donc pour moi, le territoire, c'est un territoire idéal que la France a. Finalement, c'est donné avec... se donner à elle-même, en se construisant un État, avec l'appui de Dieu. Le seul problème, c'est qu'on ne le trouve plus. Il était pourtant si utile en toutes choses. Et ce pays a toujours formé un ensemble, et surtout dans les moments de très grande crise. Et cet ensemble, c'était ville et villages, capables de se mobiliser ensemble pour défendre la patrie. Tu as raison, cette mosaïque ville et village, tu fais bien d'en parler, Jean. Arnaud, merci d'être avec nous. Même question que pour Jean, avec ce focus sur les villes. Cette notion de territoire, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Alors, pour commencer, la ville est une composante intégrale du territoire. Voilà, ça c'est le premier point. Le territoire, la ville se construit en même temps que le territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié, parce qu'en réalité, à partir à peu près du milieu du XIXe siècle, on a adopté une construction industrielle de la ville, parce qu'on avait certains moyens qui, à ce moment-là, permettaient de le faire. Alors, c'est en bonne partie lié à la révolution énergétique, avec le pétrole qui nous a donné une énergie abondante, extrêmement puissante, extrêmement rentable en termes de production. La découverte de nouveaux matériaux aussi, avec le béton notamment, de nouvelles façons de construire. Donc la ville qui jusque-là, en réalité, en gros, à peu près jusqu'au début du 19e, était un espace très poreux en fait avec l'extérieur, avec la campagne, avec le terroir, avec l'agriculture. Si on regarde les cartes de Paris au XVe siècle, on voit que Paris est une ville réellement nourricière. Il y a des vergers, des champs partout. Ça tresse littéralement la ville. C'est un peu comme si la ruralité était dans la ville. Hein, oui, complètement, c'est ça. Sauf que ça s'arrête au moment où on construit la ville de façon industrielle et la ville devient à ce moment-là un prédateur d'espace. La ville s'étend en fait énormément. Il y a aussi une très forte poussée démographique. On était 1 milliard au 19e. On est aujourd'hui 8 milliards, mais entre-temps, il y a eu les années 60, on était à peu près 4 milliards. Donc il y avait des besoins en logement, en nouvelle construction qui étaient absolument inédits de par leur ampleur. Et on s'est mis... en fait, en gros, on a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. On a bétonisé, bitumisé des superficies de plus en plus importantes. On a construit en fait à la chaîne. Imperméabilisé, en fait, ce qui fait que, Jean y faisait référence, quand on a des épisodes climatiques comme aujourd'hui, ça pose des problèmes. Hein. Ça, c'est évidemment parmi les grands problèmes qu'on a aujourd'hui avec la ville, c'est un des grands problèmes qu'on a, peut-être le plus important. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut aujourd'hui changer de doctrine. Quelque part, c'est vraiment le réchauffement climatique, le dérèglement climatique qui nous y pousse. Est-ce qu'on aurait vraiment changé notre fusil d'épaule sans ce phénomène-là? Je n'en suis pas certain du tout. Donc ça veut dire qu'on change notre doctrine, notre façon de penser la ville, de fabriquer la ville est en train d'évoluer radicalement. On va voir comment on peut s'y prendre justement pour changer le paradigme, changer le mode de fonctionnement et de pensée, le mindset avec vous Arnaud. Jean, je voudrais qu'on se livre à un petit exercice. On va faire défiler des mots que tu vas voir sur le petit écran ici, que vous allez voir. Voilà, ils défilent. Tu vas nous dire stop et on s'arrêtera sur le mot au moment où tu dis stop. Top. Oui, parce que c'est le dernier homme d'État de notre pays qui a eu des circonstances hors normes
à affronter. Notre pays était voué à la disparition après la tragédie de 1940. Il n'y a plus personne. Il lance un appel que pratiquement personne n'a d'ailleurs entendu. Et autour de lui se forme ce qui sera l'élite des 60, 70 ans après. Et puis, il reconstruit, avec son retour au pouvoir, d'abord l'esprit de résistance de notre peuple. Il ne peut pas y avoir de durée sans résistance. Je l'avais dit à Tsipras, en Grèce, quand il prenait le pouvoir. Je lui ai dit, tu n'as pas préparé ton peuple à résister. Et ensuite, il a lancé la recherche, multipliant par 10 au moins le budget, parce qu'on ne peut pas trouver si on ne cherche pas. Et ce faisant, il a remobilisé tout un pays. Tu es un Gaulien dans l'âme, hein, et dans le cœur. Oui, mais bon, il se trouve que j'étais jeune, j'étais enfant. Et cet homme m'a inspiré, il m'a donné envie d'être maire, d'être député et même d'être président. Parce que je me reconnaissais profondément dans ce qu'il disait. Et lorsque je revois encore des conférences de presse où il s'exprime, et que je la fais écouter à mes enfants qui sont maintenant très éloignés de la politique, surtout depuis qu'ils ont fait 2 campagnes présidentielles avec moi, ils s'en sont encore éloignés davantage, ils disent, mais c'est curieux, on comprend ce qu'il dit. Et en plus, il le faisait. Jean, tu parlais d'appel pour De Gaulle. Tu lances un appel, hein, la France authentique, avec cet ouvrage que nous vous offrons. Parle-nous de cette France authentique. Merci beaucoup, très cher Frédéric. Et je remercie d'ailleurs votre invention du cœur et de l'intelligence, Monsieur le Président. Oui, la France authentique, pour moi, c'est une France qui, d'une certaine manière, a une continuité dans le temps. Elle ne se dément pas et elle ne se démantibule pas fondamentalement, malgré les grandes mutations auxquelles elle fait face. Et au fond, si on regarde bien, parmi les pays qui tiennent à peu près la route, moi je vois surtout le Royaume-Uni, proche de chez nous, après vous allez en trouver beaucoup d'autres, tous les grands empires, etc. Mais nous, on est resté dans une certaine je devrais dire, dans une même histoire. Et on raconte volontiers notre territoire. On est fiers de l'évoquer. Alors, fier de ces territoires. Et comment tu juges, puisqu'on parlait de Gaulle à l'instant, les politiques, les gouvernants aujourd'hui, quand on voit d'un côté les territoires et certains voient de l'autre côté un État qui peut être perçu comme hors sol, comme déconnecté des réalités, on oublie la France des territoires. Ton avis par rapport à ça? Ah oui, c'est une question à mes yeux fondamentale. Bon, d'abord, je ne peux y répondre qu'avec un début de réponse très, enfin, où je me fais pas mal aux chevilles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit un formidable projet accepté par le peuple au terme d'une élection à laquelle on comprenne enfin à nouveau quelque chose. Et au terme de cette élection, il faudrait reconstruire l'État. L'État d'aujourd'hui est éparpillé. Il doit faire face à la montée en charge de l'Union européenne, au processus de mondialisation, de mondialisme, tout ce que vous voulez, de financiarisation mondialisée. Il est tiraillé par de nouveaux enjeux tels que celui de l'écologie. Est-ce qu'il faut maintenir un peu d'agriculture? Moi, je suis pour l'exploitation que j'ai connue, la petite exploitation, avec toute la famille. Et puis berger. Hein. Comment? Oui. Berger. Hein. Oui, berger, voilà. Mais on peut être berger, mais on peut avoir aussi une exploitation, polyculture, dans laquelle on peut vivre, produire pour l'ensemble du pays. Donc, il faut reconstruire un État. Tu disais au départ qu'il fallait un projet. Il n'y a plus de projet aujourd'hui? Non. Enfin, moi, je ne le vois pas. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'abord d'un État, pour nous reconcentrer et pour
réorganiser le débat. Il n'y en a plus. On a vu ce matin, notre ami de Taverneau l'a très bien dit, il y a le monde finalement des fonctionnaires de l'État, et puis il y a celui de la libre entreprise. Mais pourquoi serait-il opposé? Ils ne le furent pas à un moment donné. Et moi, je suis pour un État qui puisse répondre de l'ensemble de la cohésion nationale, à nouveau, jusqu'à la plus petite des communes, ce qu'il a fait si longtemps, ce qui nous volait cette grande force, à la ville, à la commune. Ce jour-là, on arrêtera de fermer des maternités devant des femmes qui s'enchaînent et qu'on fait accoucher, c'est le cas chez moi, à 2h30 de leur lieu de résidence. On ne fermera plus les écoles parce qu'on saura qu'il faut reconstruire l'amour de ce pays. Et quand on l'aime un peu dans une parcelle, on l'aime partout et on aime le monde. Et en même temps, on saura qu'il faut de nouveau s'éduquer, s'instruire, reprendre l'histoire, reprendre la culture, reprendre ce qu'est l'homme. Et puis, en savoir un peu plus. Moi, je suis quand même très, très estomaqué qu'après tant et tant d'années, nous ayons perdu autant de temps et qu'on ne sache toujours pas si on est les seuls vivants dans l'immense univers. On en parlera avec Jean-François Clairvoy. Qui est un territoire. Aussi. Exactement, avec notre astronaute demain. Tu parlais de la ville. Arnaud Pagès, les questions de ruralité, hein, vous avez coutume de le dire, elles sont au cœur de la ville. Cette ville de demain, ville de 2050, hein, un ouvrage que nous vous offrons aussi, que vous avez coécrit avec Vincent Caïbo. Comment on s'y prend par rapport à ces sujets qu'évoquait Jean à l'instant, qui résonnent à vos oreilles, agriculture en ville, les terroirs, mode d'emploi avec vous? Alors, il y a plusieurs couches en réalité. La première, c'est de se dire qu'on va transformer la ville, ce qu'il faut faire d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est dans des modèles de ville qui sont pas du tout adaptés au réchauffement climatique, qui sont en effet imperméabilisés, qui sont les îlots de chaleur. Voilà, on est dans des villes qui ne peuvent pas résister en fait aux phénomènes qu'on connaît aujourd'hui, mais qui vont encore s'aggraver demain. Ça, c'est statistique. Hein. On peut se reparler dans 5 ou 10 ans, vous verrez que ça sera largement aggravé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, premier point, on fait revenir la nature en ville. C'est ce que j'expliquais. On revient en fait au modèle primaire de ville où il y a une très grande porosité avec la campagne environnante. Ça, on le fait de différentes manières. Alors, ça ne pourra pas échapper qu'on se rapproche des élections municipales qui auront lieu l'année prochaine. Et comme par hasard, on voit dans beaucoup de villes des travaux de végétalisation qui sont faits. On fait pousser des arbres, on végétalise. Alors, on végétalise et puis on prend des décisions. Je ne sais pas qui nous a dit ça, ça vous parlera, où il y a 1000 rues qui vont être végétalisées. Mais oui. on oublie que sous le goudron, non pas la plage, mais les tuyauteries, que donc c'est impossible. Hein. C'est compliqué à faire. Il y a des mairies qui font appel à des cabinets d'ingénieurs pour calculer exactement quel tuyau passe là. Est-ce qu'on peut mettre l'arbre qu'on avait prévu de mettre à cet endroit-là? Si les racines poussent avec le temps, ça risque de détruire, d'abîmer en tout cas les canalisations. Donc il y a ce pas de deux en définitive entre la nature et la ville qui est en train de se faire aujourd'hui, mais c'est une nécessité. Parce que les plantes ont en fait deux super pouvoirs, enfin d'autres, mais il y en a deux principaux qui nous intéressent vraiment. Le premier, c'est qu'elles peuvent créer de l'ombre, elles peuvent créer de la fraîcheur en ville, elles peuvent rafraîchir naturellement un bâtiment sans qu'on ait recours à la climatisation. Alors on parle ici de quelques degrés, hein, il ne fera pas moins 5 si dehors. Mais on voit 40. Par exemple dans le bois de Boulogne avec mon petit scooter, on perd 2 degrés quand on y passe. Ah, mais oui, évidemment, ça c'est... Voilà, c'est le pouvoir des plantes. Et le deuxième, et on l'oublie souvent, c'est qu'elles aspirent, ça c'est la photosynthèse, elles aspirent le CO2. Donc en fait, elles dépolluent l'air qui est autour d'elles, ce qui permet en fait de mieux respirer, d'avoir une meilleure qualité d'air en fait en ville. Donc voilà, on fait ça. Et puis il y a autre chose aussi qui est très important, et ça c'est vraiment un enjeu à adresser. Et là, on tombe complètement sur la réalité, c'est-à-dire que le problème de l'augmentation des températures, c'est qu'évidemment, il est corrélé à un stress hydrique plus important. Et les plantes ont un autre super pouvoir, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle des stomates, qui sont des petits opercules dans leur structure, qu'elles peuvent fermer
En gros, c'est une sorte de Sorte de verrou. capteur, en fait. C'est plus une sorte de fenêtre qu'on D'accord. ferme. Donc elles vont garder l'humidité en elles pour survivre. Le problème, c'est que l'effet direct de ça, c'est qu'elles vont moins grandir. On a des chiffres assez affolants au niveau mondial de chute des rendements agricoles partout dans le monde sur des ressources vraiment primaires comme le maïs, par exemple le soja, où on a une baisse de la production agricole. Donc ce qui veut dire que la ville, en gros, elle doit redevenir nourricière, ce qu'elle était avant. Donc on développe... Alors l'agriculture urbaine, je sais que souvent c'est considéré comme un truc de bobo en mal d'amusement et en quête de frissons, hein, le retour. C'est ça. Voilà, mais sauf que non, ça a une véritable utilité et demain, ça doit permettre de nourrir une partie des citadins. On ne pourra jamais nourrir tous les citadins avec l'agriculture urbaine, c'est impossible évidemment, mais il faut... De produire près de chez soi et près des consommateurs. Ouais, exactement, et de façon locale et avec des produits qui sont sains et accessibles. Bon. Ce que je veux dire par là aussi, ça veut dire que le réchauffement climatique retisse en définitive le lien qui existait entre la ville et la campagne. Parce que la ville dépend à 80% de la campagne pour ses approvisionnements, mais la campagne dépend aussi de la ville pour plein de choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, transformer la ville, ça veut dire transformer le territoire de façon beaucoup plus globale. Il faut réfléchir à des nouvelles façons de penser, à des nouvelles doctrines et à des nouvelles collaborations entre la ville et la campagne. Le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas aux frontières de la ville, où il ne concernera pas uniquement la campagne, il concernera les deux. Donc c'est un ensemble, c'est un groupe. Donc il faut penser maintenant différemment le territoire. On va penser donc avec cet enchevêtrement constructif entre la ville et la ruralité. Ce qui te parle, cher Jean, tu as été maire à 21 ans, puis conseiller général le plus jeune, hein, je crois, à 24 ans, et maire aussi. On parle de la politique. Tu avais choisi ce terme résistant comme un fer de lance de ton combat. Tu parlais de l'État tout à l'heure, on peut parler de l'Europe aussi. Oui, c'est-à-dire d'abord il faut résister à une dictature qui s'est imposée à nous depuis 30 ou 40 ans, progressivement. C'est une dictature molle. En apparence, elle n'est pas méchante, elle ne t'envoie pas des chars, voilà. Mais elle détruit l'homme, jour après jour. Elle détruit la relation d'homme à homme. Elle détruit la relation du citoyen. Le citoyen ne sait plus pourquoi il est là, il vote, mais on fait le contraire. Moi, lorsque j'ai été élu maire, alors excusez-moi, hein, il n'y a que 50 ans, ce que je vais évoquer pourrait apparaître en avoir 2000. J'ai commencé par déterrer 5000 tombes dans le cimetière de mon village, parce qu'il n'y avait jamais un maire ne se succédait à lui-même, tellement il fallait couper les morts, les tailler, pour en enterrer un autre. Il était trop petit. Donc moi j'ai dit à mes colistiers, avant de s'occuper des vivants, occupons-nous des morts. Nous l'avons fait. Ensuite, on a parlé beaucoup de télévision, construit un relais de télévision, parce qu'on ne chopait même pas la première, qui était d'ailleurs la seule. Ensuite, le téléphone. Je ne savais pas le téléphone. J'ai fait les routes. Il n'y avait pas de route. J'ai fait l'adduction d'eau potable. C'est du concret, ça, hein. Et d'assainissement. Oui, ça, c'est du très concret. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois, les mêmes communes, de moins de 1000 habitants, 70% des communes de France, représentant plus de 70% du territoire. La dernière loi votée au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, au mois d'avril dernier, c'est il n'y aura qu'une liste et le tir au pigeon est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter contre cette liste parce qu'on risque de faire tomber quelqu'un. Mais d'abord, si on est un pigeon, on ne fait pas de la politique. Et si on a peur des tirs, on ne fait pas de la politique non plus parce que ce n'est que des tirs à longueur de temps, pour que ce soit clair. Donc, imagine-toi, ce pays qui aime tant la politique, jusqu'au la dernière extrémité de ces territoires, où un homme, une femme, pour ses idées, est prête d'un seul coup à se transformer. Et on dit, tu votes comme du temps du Soviet suprême pour la liste officielle où tu te tais. Est-ce que tu t'imagines
Ils ne vont peut-être pas comprendre de suite, mais ils comprendront très vite. Ils vont dire, mais je suis obligé dans cette liste de voter pour mon pire ennemi. Donc je ne vote pas. Et on enlève le droit d'expression à 70% du territoire. Est-ce que ce n'est pas les territoires, justement, qu'il faudrait remettre à la mode avec une réorganisation après tout ce que nous avons fait au cours des 15 dernières années? Merci beaucoup, M. Hollande, M. Valls, M. tous les autres qui sont passés. Et aujourd'hui, avec les grandes intercommunalités qui ne ressemblent plus à rien, un maire a honte d'amener son adjoint à la réunion de l'intercommunalité parce qu'il est placé à la 300e place et que personne ne le connaît. Donc tout ça est très loin de la mobilisation à la française d'un pays qui veut vivre et qui, quelque part, est comptable aussi de l'avenir de l'humanité. Nous sommes les premiers à avoir dit « Ici, le peuple est souverain » et à avoir écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et tous ceux qui l'ont écrit n'étaient pas originaires de Paris. Ça, c'est dit. C'est vrai. Jean, qu'est-ce que tu penses de l'Europe? Le fameux traité. On avait dit non, hein? Moi, j'ai voté 2 fois contre parce que j'avais rencontré François Mitterrand. C'est le premier président que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Et d'ailleurs, il n'avait pas été avare de temps, quitte à en faire attendre beaucoup d'autres. Et à un moment donné, il m'a dit, il m'appelait monsieur le député, mais je suis très embêté parce que j'ai un traité à faire voter. J'ai le couteau. Je lui dis, écoutez, monsieur le président, je crois que la France vous connaît trop pour croire à ça, le monde aussi. Ah si, là je peux pas. Ça porte d'ailleurs un nom horrible, Maastricht, et je pense que c'est pas bon. Alors vous ne faites pas voter, je n'ai pas le choix. Bon. J'avais vu à peu près M. Chevènement qui, lui, avait honnêtement, très radicalement opposé, tout comme d'autres, Fabius, Chirac, etc., etc. Bon, ils ont voté. Ensuite, il y a eu l'autre. Lisbonne. Ouais. Et là, le peuple a voté non à 54%. Là, c'était passé d'un demi-point au ras de cul. Et là, il y a eu 4%, et nous nous sommes tous réunis 6 mois après à Versailles pour dire non, pour dire oui au nom du peuple français. Alors, comment voulez-vous que la France, mais les autres pays, s'approprient une entité qu'on avait peut-être 150 000 bonnes raisons de leur imposer, mais qu'on leur a imposé. Imposer quelque chose aux Français, ça reste toujours comme ça. Et un jour ou l'autre, ça se retrouve. Après, ça donne des petites, des petits moments qu'on appelle les gilets jaunes, les bonnets rouges, les ceci, les cela. Mais c'est un pays qui ne vit pas en symbiose. C'est un pays qui ne se retrouve absolument pas dans son pouvoir. Il n'y a qu'à voir le foutoir que c'est devenu. Et j'y suis resté suffisamment longtemps pour avoir peut-être l'autorisation porter une considération. C'est parce que nous ne pensons plus rien. Et que tout vaut tout est le contraire. Et que tout vaut tout. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut réorganiser l'État, les territoires, remettre la commune au cœur du jeu, du clocher. Cumul des mandats, on laisse tomber. Hein. Non, faut revenir au cumul. Mais je pense que beaucoup, je l'ai vécu, donc je peux le dire, beaucoup de citoyens vivaient beaucoup mieux d'avoir un député maire qu'un maire qui ne sert à rien qu'à se faire engueuler du matin au soir. Parce qu'il n'a plus une thune. S'il ne passe pas par le conseil de l'intercommunalité où il faut l'avis de 2500 fonctionnaires, là où il n'y en avait aucun, et là où on en aurait tellement besoin pour faire des travaux d'éveil. Je suis par exemple pour le service militaire et civil obligatoire à 18 ans pour tous, de façon à ce que, vous avez vu, j'en parlais hier soir avec cette merveilleuse dame du ministère de l'Intérieur qui est chargée des rapatriés, en fait, de l'immigration. Sophie. Hein. Sophie, oui, elle est là, Sophie, je ne sais pas où, mais je l'aime beaucoup. Et alors, mais comment voulez-vous prendre une décision à ce propos-là quand nous sommes à ce niveau de désordre? Donc, si ça commence par le maire,
Moi, je vous ai montré tout ce que j'ai pu faire en tant que maire il y a 50 ans et en suivant. Hein. Mais maintenant, un maire ne peut plus rien faire. Il est juste à hauteur d'Anguelon, du matin au soir, sans réponse. Marqué, ça ne change pas beaucoup de députés, que d'ailleurs on ne voit plus parce qu'ils n'osent plus se représenter devant les gens en attendant les élections. On parle du maire, on parle du député. Arnaud Pagès, on parle du village, de la ville. On a vu avec vous cette ville de 2050 qui doit s'imbriquer avec la ruralité qui l'entoure, qui même l'imprègne et vice-versa. Autre piste pour que cette ville de 2050 soit encore plus agréable justement à vivre, il y a cette idée de recyclage, de stop du gaspillage. Hein. Ça aussi, ça fait partie des grands enjeux. Évidemment, mais je voudrais, avant de rentrer sur cette partie, je voudrais rebondir sur ce que Jean disait, parce que c'est très important de comprendre que la ville de demain, elle ne pourra pas se faire contre les habitants. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut recréer un vrai dialogue citoyen, et tu parlais de l'intercommunalité qui est un foutoir incroyable. On a fait ça à la base dans des bonnes directions, on se dit on va réunir tout le monde, comme ça on aura un territoire un petit peu unifié. Bon, on a fait un bordel sans nom, donc il faut repenser les choses. Mais en tout cas, la dimension politique, la dimension démocratique de la ville, elle est extrêmement importante parce qu'il faut de la concertation et de la cohésion. Moi, quand je vais dans les villes de France, les maires me disent tous, l'un des premiers problèmes qu'on a avec les changements qu'on va mettre en place, c'est les gens. Ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on végétalise, ils veulent pas qu'on mette ci ou ça. Donc il y a une très forte opposition parce qu'il y a un manque de dialogue pour commencer, il y a un manque de pédagogie. Donc ça veut dire qu'il faut réinventer la façon politique aussi de faire la ville, de recréer du dialogue, de la concertation. J'ai envie de dire même de la solidarité, parce que c'est un peu chacun pour soi. Là. Évidemment de la solidarité, ça c'est évident, ça c'est peut-être le plus important même. Et il faut de l'argent aussi, évidemment. Donc voilà, ça c'est un point important parce que ça résonne complètement avec ce que tu disais, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Les solutions ne sont pas juste techniques ou technologiques ou tout ce qu'on veut, il faut réinventer la façon politique de faire la ville. Alors après, sur la question du recyclage, oui, ça c'est un autre point extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système globalement, enfin aujourd'hui, depuis toujours, donc économie linéaire, ce qui veut dire qu'on va aller prendre des matériaux dans le sol, on va faire de l'extraction, que ce soit à côté, un peu loin ou très très loin. On va les ramener ensuite dans des usines, on va les transformer, voilà. On va ensuite les amener dans des points de vente, on va les vendre, et ces produits vont être utilisés, et puis en gros, ils vont être ensuite jetés. Voilà. Ouais, un cycle de vie, en fait, déterminé. Ouais. C'est ce qu'on appelle même une chaîne de valeur, hein, techniquement parlant, en marketing. Et on va polluer à chaque étape. On va polluer. Le problème, c'est que, outre le fait que ça dégage énormément de CO2, que ça détruit les écosystèmes, que ça pollue les rivières, ici ou ailleurs dans le monde, c'est un système qui a une fin. Voilà. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on utilise en premier, les minéraux, ils sont en quantité. On parle toujours des ressources pétrolières limitées, mais c'est la même chose pour les métaux. Donc, dans à peu près, on va dire 50 ans, on n'aura plus les métaux essentiels. C'est un problème pour la transition énergétique, par exemple, parce qu'il faut du cuivre. Le cuivre est le supraconducteur de l'électricité. Si on n'a pas de cuivre, on ne pourra plus faire de la transition énergétique. On ne pourra plus faire de numérique. Le numérique est une ressource non renouvelable. Voilà. Et globalement, on a ces stocks de métaux qui sont limités. Certains sont d'ores et déjà en fait en tension, comme le cuivre par exemple. Donc il faut qu'on change là également complètement de doctrine, et il faut qu'on se dise que ce qu'on utilise une fois, on peut le réutiliser. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on peut recycler l'aluminium, on peut recycler l'acier. Il y a beaucoup de recherche et développement qui est fait pour recycler les autres métaux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans une ville qui est circulaire. Parce que ce qu'on a trop longtemps fait, c'est qu'on s'est dit les émissions de CO2 de la ville, en gros, c'est les bâtiments. Voilà, parce que ça pollue énormément avec le chauffage. Et en gros, c'est les véhicules thermiques, c'est les voitures qui circulent en ville. On avait un petit peu oublié qu'il y a un troisième élément, c'est ce qui rentre dans la ville, ce qui va être consommé sur place et ce qui va être jeté. Et ça, c'est des quantités extrêmement importantes de CO2. Donc il faut être sur une ville circulaire, parce qu'une ville circulaire, plus elle recyclera, moins elle polluera.
et moins elle aura besoin, moins elle sera dépendante en fait réellement de produits qui sont fabriqués très loin et qui peuvent venir en fait à manquer un jour ou l'autre. Alors on le voit, hein, c'est presque comme dans les religions asiatiques, hein, c'est la vie et en circularité. Comment on fait pour que ces acteurs qui se chamaillent, se tirent la bourre, comme disait Jean, finissent par se parler, qu'il y ait de vraie solidarité et qu'il y ait oui, alors il y a des exemples. Il y a une plateforme que vous évoquez. Il y a des exemples à Berlin. Concrètement, alors, dans les territoires, qu'est-ce qu'on fait? Alors, par exemple, les acteurs du BTP, eux, ils se sont mis d'accord entre eux. Ils se sont dit, voilà, bah, tous les ans, on va détruire tant d'immeubles, parce qu'on détruit beaucoup. On construit, mais on détruit beaucoup aussi. Donc, ils ont créé des plateformes sur Internet où tel acteur va dire, bah, moi, je détruis un immeuble de logement dans 6 mois, ça va produire tant de tonnes de gravats, ça va produire tant de tonnes de tuyauterie. Et en gros, c'est devenu presque un marché. Donc on va pouvoir acheter ces gravats en fait à prix moins important, enfin à prix vraiment très bas. Donc ça, c'est une des solutions. Mais c'est quelque chose qui se fait par filière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette transformation du passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Il y a d'une part les entreprises. Voilà, ça, il faut que les entreprises, elles... alors, je peux prendre l'exemple de Fnac Darty, qui est vachement là-dessus aujourd'hui. Ils sont dans une économie du service, donc ils vous disent que non, votre appareil, vous n'allez pas le jeter pour en acheter un, vous allez l'amener chez Darty, ils vont le réparer, et puis il va tenir encore 5 ans, on ou lui 10 donne ans. une deuxième vie, en fait. Exactement, ça, c'est un point essentiel. Donc, il faut être dans cette logique-là. Et puis, il y a le consommateur. Parce que le consommateur, alors je ne sais pas si vous avez vu, petit aparté, ce qui s'est passé avec la marque Shein, la marque la chinoise Shein, qui est une marque d'ultra fast fashion. Et ça concerne la ville parce que... il coche toutes les mauvaises cases. Hein, toutes les mauvaises cases. Et donc là, c'est là quand même où le politique a un vrai rôle à jouer, puisqu'il y a une loi qui est passée et qui essaie de bloquer, en fait, pour bloquer l'ultra fast fashion. Mais le consommateur, lui, il se dit quoi ? Il se dit que la paire de baskets dont il a besoin, elle est à 15 € chez Shein et elle est à 50 € ailleurs. Donc ça veut dire il faut un travail de pédagogie. Oui, quelque part, la carte bleue et le bulletin de vote. Hein. C'est-à-dire que je vote pour. Je voudrais qu'on affiche la couverture d'un livre, Arnaud et Jean. Regarde, Jean, je ne sais pas si tu vois. Les gueux. Comment ça vous fait réagir par rapport à l'épisode ZFE, Jean, par rapport à ça, avec, je me rappelle une ministre qui disait les pauvres n'ont pas de problème de voiture puisqu'ils n'en ont pas. Voilà. Bon, mais ça, c'est le genre d'extrémité auquel on arrive lorsqu'on n'a plus la joie de retravailler ensemble. Et la joie de retravailler ensemble, on peut la retrouver aujourd'hui à l'issue d'une longue période de résistance à laquelle nous sommes déjà tous attelés, même si nous ne le savons pas. Soyons clairs, le pétrole, il faudra tourner la page. C'est une source de guerre, de manipulation à n'en plus finir. Mais moi, je ne veux pas être qualifié de salaud parce que j'ai un diesel chez moi, parce que je n'ai pas le choix. Il n'y a aucune ligne ferroviaire. Le premier aéroport est à 120 km. Et encore, Jean est venu en voiture. Voilà. 6 heures de route. Hein. Oui, parce que sinon, il m'en fallait la journée. Et on m'aurait fait passer par Paris, peut-être par Nice, peut-être par je ne sais où. Bon, voilà. Mais enfin, peu importe. Mais si nous étions à nouveau réunis, et si nous étions à nouveau consultés, comme ce fut le cas, nous en parlait de Gaulle tout à l'heure, De Gaulle, tout ce qu'il a bâti dans les 4 ou 5 premières années après son retour en 1958, il l'a fait par des référendums, clairs et nets, avec des questions. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, de façon à ce que le peuple s'exprime et qu'on y revienne. Moi, je pense que la grande aventure à vivre ensemble. Et moi, je suis très content du panel que tu as fait avec nous deux, parce que lui, il cite des exemples précis, et moi, je fais des élucubrations. Non, donc, comme ça, concret, on est très complet. Donc, moi, je pense que c'est l'énergie. Il faut une source d'énergie qui, d'abord, nous permette de sortir de ce très mauvais pas et qu'on pourra peut-être vendre à nos amis, frères européens au monde entier,
et qui nous rapporte de l'argent, je pense que c'est l'énergie solaire. Si vous allez à Fort-Romeu, vous voyez ce qui a été fait il y a 60 ans avec ces fours solaires qui étaient capables de faire cracher à l'électricité, au soleil et même à la lumière, une force comparable à l'atome. Mais on a arrêté. Deuxième façade maritime du monde. Nous avons la chance d'être présents sur toutes les mers, les océans, et nous tutoyons les plus grandes puissances du monde. Qu'en faisons-nous? Rien du tout. On laisse crever comme des gueux. Voilà. C'est un magnifique projet à l'image de la dimension de notre pays qu'il faut. Et pour ça, il faut retrouver les grands moments de la reconstruction, ce qui vient après le désastre, parce que le désastre est désastreux, même s'il n'est pas fumant encore, et je l'espère pour longtemps, mais je ne sais pas. Voilà, donc tu dis qu'il faut se projeter, genre avec des grands projets, hein. Tu parlais de Gaulle, TGV, Concorde, le plan nucléaire. On a un Premier ministre qui est de ton coin, qui était commissaire au plan. Mais oui, mais parce qu'il fallait le caser. Il s'emmerdait. Et il n'arrêtait pas d'emmerder Macron en disant « Je t'ai soutenu et tu ne m'as jamais rien donné. Tu m'as nommé ministre et ça a duré 3 jours. Parce que tu m'as viré, parce que voilà, je risquais d'être jugé. » Bon, il a été jugé, puis après il a été Premier ministre. Bon, très bien. Bon, non. Pour moi, le commissariat au plan, c'était beaucoup plus sérieux. Alors, on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux, forcément. Mais on peut quand même s'inspirer de ce qui a marché. Le commissariat au plan préparait le plan. Et on savait que pendant ce plan-là, on allait mettre l'accent sur ceci, ceci et cela. Et s'il fallait, on le faisait entériner par un référendum. Or, bien sûr, nous sommes à 1000 lieues de ce que fait le malheureux François Bayrou, qui a voulu ce poste qu'il a et qu'il se le suce le plus rapidement possible, si possible. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça ne peut pas marcher. Tout ça ne tient sur rien. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Bon, voilà. Moi, je pense que l'énergie, oui, l'énergie, mais une énergie utile, une énergie qui ne pollue pas et une énergie qui ouvre les esprits, parce qu'ils retravailleront ensemble. C'est bon, ça. C'est formidable comme projet. On l'a dit, ces nouvelles solidarités, peut-être pour terminer nos échanges, Arnaud, c'est le bon plan, pour reprendre le terme qu'on employait. Nouvelle solidarité, créer des connivences encore plus fortes, j'allais dire, entre la ruralité et la ville, pour construire cette ville de 2051. Oui, tout à fait. Il faut transformer le territoire, et j'ai envie de dire les territoires de façon même solidaire. Il faut penser aujourd'hui à l'échelle des pays, il faut dézoomer à fond. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais au niveau de l'énergie, parce que oui, c'est en effet vraiment le grand enjeu qu'on a devant nous, c'est la transformation du mix énergétique, la sortie du pétrole, même si cette sortie ne sera pas complète. Hein. Dans les plans qu'on a, on a juste un atterrissage en 2050 avec beaucoup moins de barils qu'aujourd'hui, mais il y a toujours du pétrole dans l'équation, et il y en a encore plus parce qu'il y a pétrochimie. Voilà. Donc bon, avancer sur le solaire, et là où moi j'ai énormément d'espoir, tu parlais de la mer et de l'océan. Aujourd'hui, on développe, alors bien sûr on n'est pas encore passé, on n'a pas fait le passage au stade industriel, mais on développe des technologies d'exploitation, ce qu'on appelle l'énergie bleue. Alors il y a l'osmotique, où on va tirer de l'énergie, la différence qu'il y a entre la salinité des cours d'eau et de l'océan. On a la marée motrice, on a la thalassothermie. Les profondeurs aussi en Polynésie française. Exactement. Hein, l'économie bleue. Thalassothermie qui est la géothermie de l'océan. Donc on voit que pendant longtemps on était très focus sur le solaire et très focus aussi sur les éoliennes. Aujourd'hui on diversifie énormément la capacité de tirer de l'énergie, de produire de l'énergie, de l'électricité de façon non polluante. Et ça c'est quand même une véritable source d'espoir pour demain. Quand on a réussi à, en gros, sortir une bonne partie du pétrole, on aura quand même beaucoup moins de pollution et on aura un effet concret sur le réchauffement climatique. On va continuer à en parler. On va terminer avec cette image. Ça, c'est Jean dans la salle. Et Jean, c'est une nouvelle page que tu ouvres. On va te retrouver sur scène. Et ça nous fait bien plaisir.
Je voulais qu'on en parle. Pour terminer. Très cher Frédéric, c'est encore très douloureux pour moi. Je me demande comment, et je comprends là qu'on puisse commettre des erreurs, comment j'ai pu accepter de me laisser manipuler la cafetière à ce point-là par un couple d'amis, même s'ils ont produit aux États-Unis comment on appelle ça, la comédie musicale des Misérables. Après, ça leur a fallu des procès à rallonge, mais enfin, ils sont bons. Moi, ils m'ont dit, tu vas raconter des anecdotes de ta vie. Mais moi, je pensais, bon, je vais aller raconter quelques anecdotes. Mais non, ils se sont mis à me remplir des théâtres à la Tour Eiffel et puis dans toute la France. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais y raconter. Oui, j'en ai des anecdotes. Non, mais tu auras des spectateurs, là. Nous, on est là. Hein. Ah ben, c'est gentil, merci beaucoup. On applaudit Jean Lassalle. Très indulgent. Je ne sais pas encore. Je vous raconterai après. Jean Lassalle et Arnaud Pagès, merci. Des applaudissements. Grand moment à DPA. Merci Arnaud, merci. Merci à tous les deux. Puis Jean, tu vas rester avec nous, évidemment. Voilà, c'est ça la magie de DPA, c'est des moments uniques, des moments inattendus qui font un peu le piment de la vie. Et c'est ce qu'on aime.